Bon après-midi à tous. Je vous remercie encore une fois de votre présence. Comme je vous le disais, et comme vous le savez, nous réalisons ces rencontres de l'avenir cette année dans des circonstances qui sont des circonstances exceptionnelles, on pourrait même dire adverses, puisqu'il y a un certain nombre de gens qui sont malades ou qui sont susceptibles d'être malades. Et je vous ai dit la règle. La règle, c'est que quand il y a un doute sur un intervenant, c'est-à-dire qu'il a des symptômes et qu'il n'a pas encore eu les résultats de son test, malheureusement, il ne vient pas. Donc il y aura forcément des ajustements. Il y en a un qui est important, c'est le fait qu'Éric Orsena, alors il n'a pas le Covid, mais il est souffrant. Mais venez à 15h50, puisque nous ferons quand même cette table ronde sur l'avenir du monde. Alors ce sera sans Éric Orsena, mais il y aura au moins Olivier Babot, David, Raphaël Daure, Fergan Aziari. Et donc, vraiment, je vous conseille d'être présent ici à 15h50, parce que ce sera un moment exceptionnel. On essaiera, alors pas à l'avenir du monde, mais on essaiera de tirer les leçons de ce que nous avons vécu ces 2 dernières années, évidemment d'en tirer des enseignements pour l'avenir. Donc venez, parce qu'on ne voit jamais ces personnes, vous les voyez dans les médias indépendamment les uns des autres, David, si vous pouvez mais dire quelques vous ne les mots voyez juste pas ensemble. Je dis les uns des Si autres je peux parce que nous avons aussi, est-ce que vous pouvez peut-être parler fort parce que je vous entends mal. de mixité, puisqu'il y a plus d'hommes que de femmes. C'est lié au fait qu'il y a plus de femmes positives au Covid ou qui présentent des symptômes. Et ce que je vous dis est tout à fait juste, puisque vous pouvez regarder sur le programme. On est évidemment extrêmement vigilant avec ce sujet. Voilà, je laisse la parole à Eric. Alors, je dis un tout petit mot quand même, parce que j'ai jamais eu beaucoup de patrons dans la vie, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Mais parmi mes multiples activités, je suis éditorialiste à l'Express, et c'est Éric Scholl, mon patron, puisque c'est Éric Scholl, le directeur de l'Express. Exceptionnellement, c'est moi qui le fais travailler. Voilà, bon après-midi. Merci Nicolas, et c'est un honneur d'être ici pour cette nouvelle séance qu'on va ouvrir maintenant. Je vais vous présenter dans un instant nos 3 invités. Il y en a un qui va arriver à l'écran. Mais tout d'abord, je vais vous dire un petit mot sur le contexte actuel entre Bruxelles et Pékin, entre l'Union européenne et la Chine. On a entendu récemment l'ambassadeur chinois auprès de l'Union européenne qui a accusé dans le Financial Times l'Europe de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment en mettant en place des obstacles réglementaires et commerciaux. Et puis, vous avez certainement suivi, on a vu aussi cette étrange disparition puis réapparition de la joueuse de tennis Peng Shuai. L'Union européenne est intervenue, elle a demandé aux autorités chinoises des preuves vérifiables de la liberté de mouvement de la joueuse. Et puis, on voit comme ça des très nombreux reproches qui se font de part et d'autre. On voit maintenant, depuis un peu plus d'1 an, Pékin qui reproche à l'Union européenne d'avoir mis en veilleuse ce fameux accord, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, un accord d'investissement qui avait été conclu entre la Chine et l'Union européenne et qui finalement n'a jamais été mis en œuvre. Pourquoi ? Parce que Bruxelles a enterré cet accord en réaction notamment au mauvais traitement infligé aux Ouïghours dans l'ouest de la Chine. Et alors, plus récemment, c'est la Lituanie, ce petit pays baltes qui fait partie de l'Union européenne, qui a rallumé les tensions entre Pékin et l'Union européenne, tout simplement parce que la Lituanie a décidé d'ouvrir une représentation diplomatique à Taipei, la capitale de l'île de Taïwan. Et comme vous le savez, eh bien, Pékin considère que ce territoire, que Taïwan comme un territoire rebelle, et la Lituanie a lancé un véritable défi en fait diplomatique à la Chine. Alors Pékin a répondu par la voix de son ministre des Affaires étrangères, et je vais vous le citer, en disant que la Lituanie a renié la confiance, ignoré les représentations solennelles de la Chine et méprisé la justice internationale. Et que dit ensuite le ministre des Affaires étrangères ? Eh bien, il dit « elle finira par en payer le prix ». Vous voyez, il y a quand même un contexte qui est assez houleux en ce moment entre l'Union européenne et la Chine. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte qu'on a pu entendre il y a 2 jours, pas plus tard que mercredi, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, présenter les grandes lignes d'un projet européen baptisé Global Gateway. Et Global Gateway, c'est quand même une sorte d'énorme programme, puisqu'il serait doté de quasiment 300 milliards d'euros, je dis bien 300 milliards d'euros. Eh bien, c'est un programme qui est destiné à faire face
une sorte de riposte européenne aux fameuses routes de la soie chinoises. Vous savez, les routes de la soie chinoises, c'est ce grand projet que le président chinois Xi Jinping a mis en œuvre depuis maintenant 2013. Alors on le voit, des tensions, des intimidations, la rivalité, hein, c'est même le mot maintenant qui est rivalité systémique, c'est le mot employé par la Commission européenne depuis maintenant quelques années, et aussi les questions de dépendance, on en a beaucoup entendu parler, en particulier depuis la crise du Covid. Il y a de part et d'autre des doutes et beaucoup de suspicions. Alors face à cette montée des tensions, il faut aussi se rappeler la taille des marchés, et je crois que c'est très important, puisque la Chine demeure un marché dans lequel nos entreprises, les entreprises françaises, les entreprises européennes font des affaires. Et n'oublions pas que même s'il y a ce climat de tension, eh bien l'an dernier, en 2020, le commerce de l'Union européenne avec la Chine a totalisé pas moins de 600 milliards de dollars. Alors 600 milliards, ça vous dira peut-être pas grand-chose, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Chine est devenue l'année dernière, et ça c'est une première dans l'histoire, le premier partenaire commercial de l'Union européenne devant les États-Unis. Ce qui vous montre quand même qu'il y a à la fois des besoins, de la dépendance, de la rivalité, mais une nécessité de devoir pouvoir se parler, pouvoir dialoguer. Et c'est ce qu'on va essayer de voir, c'est comment peut s'établir cette relation entre ces deux grands blocs, oui, un grand pays d'un côté, les 27 de l'autre. Et pour ce faire, je vais vous présenter nos trois invités. Sylvie Berman, tout d'abord, vous êtes diplomate française, vous avez été en poste ambassadrice de France en Chine. C'était de 2011 à 2014, précisément quand Xi Jinping a pris ses fonctions en Chine. Et puis ensuite, vous avez été au Royaume-Uni de 2014 à 2017 ambassadrice, et vous avez été ambassadrice en Russie de 2017 à 2019. Je signale qu'à chaque fois, vous avez été la première femme à occuper ces fonctions. Aujourd'hui, vous êtes la présidente du conseil d'administration de l'IHEDN, qui est l'Institut des hautes études de défense nationale. Je signale que vous avez publié 2 livres suite à vos expériences dans ces pays, à vos postes dans ces pays. 2 livres chez Stock, l'éditeur Stock, notamment en Chine, La Chine en eau profonde, et puis sur le Brexit, Goodbye Britannia, sur l'expérience du Brexit et les leçons à en retenir. Alors on va accueillir David Bavrez, qui doit être avec nous. On va le retrouver, je pense qu'il nous entend. Le voilà. Bonjour David. Bonjour. David, après 15 années partagées entre Londres et Boston, vous vivez à Hong Kong maintenant depuis 2012, je crois. Et auparavant, pendant plus de 10 ans, vous avez travaillé chez Fidelity Investment, puis vous avez créé votre propre société de gestion jusqu'en 2010. Alors, vous êtes installé à Hong Kong, vous êtes un investisseur, vous partagez votre temps entre le financement de différentes startups, mais aussi dans la compréhension des disruptions liées à l'émergence de ce qu'on peut appeler la nouvelle Chine. Et vous aussi, vous avez publié plusieurs livres. Je cite le plus récent, vous venez de publier Chine, Europe, le grand tournant, aux éditions Le Passeur. C'est cette année que vous avez publié ça. Auparavant, je signale le Paris-Pékin Express, la nouvelle Chine racontée au futur président. J'espère que nos candidats liront ce livre. C'était chez François Bourin. Et un petit peu auparavant, Génération tonique, l'Occident est complètement à l'Ouest. C'était chez Plomb en 2015. Et je signale que vous publiez aussi dans différents journaux et vous êtes chroniqueur à l'Express. Et puis, Jean-François Palus, bonjour Jean-François Palus, vous êtes le directeur général délégué de Kering. C'est un groupe que vous connaissez très très bien, puisque vous aviez rejoint, au départ, ça s'appelait le groupe Pinot, puis ensuite qui est devenu PPR, et ensuite le groupe Kering. Vous avez occupé différentes fonctions. Vous avez été directeur financier du groupe en 2005 et en 2008, donc vous êtes devenu directeur général délégué, et vous nous direz à quel point la Chine est un marché à la fois très important, pas seulement parce qu'il y a des consommateurs, mais aussi il y a de la création, il se passe énormément de choses dans les technologies, et parfois même les Chinois ont 1 train, 2 trains, voire 3 trains d'avance pour nous, Européens. Alors je vais commencer avec vous, Madame l'ambassadrice. Dans ce contexte que j'ai essayé de résumer, de concurrence et de tension, vous qui êtes diplomate, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce qu'on fait pour dialoguer avec la Chine lorsqu'on est 27 ? D'abord, à 27, c'est toujours difficile de dialoguer, pas seulement avec la Chine, mais peut-être un mot, parce qu'il y a quand même un éléphant dans la pièce qui n'a pas été évoqué, qui est Washington. Et la relation entre l'Union européenne et la Chine s'inscrit dans le contexte. Alors,
peu importe la manière dont on le qualifie, moi je parle de guerre froide et je sais ce que c'est parce que j'étais en poste en Union soviétique au moment de la guerre froide traditionnelle. C'est un nouveau type de guerre froide. La précédente n'avait pas de dimension économique. Là, évidemment, il y en a eu une compte tenu du poids de la Chine dans les échanges mondiaux. Mais en tout cas, il y a une guerre commerciale, il y a une guerre technologique qui prend la forme d'un blocus technologique contre la Chine parce que les États-Unis ont pris peur de la stratégie chinoise en matière de technologie. Il y avait Made in China 2025 et un certain nombre d'annonces faites par les Chinois. Mais il y a également une guerre diplomatique et il y a une guerre idéologique. Et la guerre idéologique est d'ailleurs plus menée par les États-Unis que par la Chine. La Chine ne prétend pas imposer le modèle, enfin son modèle d'ailleurs, qui est pas. Elle a un parti communiste, mais elle n'est pas communiste. C'est un parti unique, autoritaire. Et certains disaient qu'en fait, c'est Xi Jinping à la tête du parti et le PDG de China Incorporated, donc de l'entreprise Chine. Mais du côté américain, il y a cette tendance à l'évangélisation, au fait d'imposer les valeurs, et donc ils voudraient avoir une alliance des démocraties pour contrer la Chine. En fait, ce qui pose problème véritablement aux Américains, c'est l'idée que la Chine puisse devenir, après des décennies de superpuissance américaine, la première puissance mondiale. Elle le sera sur le plan économique très certainement. Je pense que l'Union européenne ne souhaite pas davantage qu'elle le soit dans d'autres domaines, celui des normes en particulier. Mais l'Union européenne n'a pas la même vision que les États-Unis, parce qu'elle ne prétend pas à l'hégémonie mondiale et que simplement ce qu'elle cherche, c'est une autonomie stratégique et donc une autonomie d'analyse, de pensée, de décision et d'action. Alors que les Américains considèrent que les Européens doivent suivre absolument les États-Unis. Donc, comme la question que vous posiez, c'était de savoir comment on faisait à 27, évidemment, c'est très difficile. C'était jusque-là relativement aisé, en tout cas plus qu'avec la Russie, que j'ai connue aussi, avec laquelle il y avait des divisions très grandes. Les Polonais, les Lituaniens, les Baltes ne veulent pas parler du tout aux Russes. On n'avait pas du tout ce phénomène sur la Chine jusqu'aux années Covid. Le Covid n'a rien réellement changé, mais comme il a beaucoup révélé et accéléré de choses, c'est quand même un facteur de changement dans la relation. Les Chinois avaient essayé d'établir des relations avec les pays d'Europe de l'Est et ils avaient créé une enceinte qui s'appelait 16 et puis 17+1. Et les Européens, enfin les anciens membres avaient protesté parce qu'ils voyaient que c'était une entreprise un petit peu de division. J'étais à Pékin à ce moment-là. Les Européens de l'Est, et en particulier la Lituanie, c'est d'autant plus intéressant, disaient, mais après tout, nous, on est un petit pays, personne ne s'intéresse à nous, et on ne voit pas pourquoi, si les Chinois proposent d'investir, on n'accepterait pas. Et donc, on a continué à fonctionner avec ce système-là, qui n'était pas fondamentalement dérangeant d'ailleurs. Sont arrivées les routes de la soie et la Chine, ce qu'elle recherchait avec les routes de la soie, c'est à la fois des débouchés parce qu'elle avait des surproductions, c'était de nouveaux marchés et puis par ce moyen-là, il y a la possibilité d'acquérir un certain nombre d'actifs aussi. Mais ce n'était pas au départ une entreprise hégémonique comme on l'a dénoncé par la suite. Certains pays de l'Union européenne, comme le Portugal, l'Italie, ont adhéré à la route de la soie, aux routes de la soie, alors que nous, par exemple, on y était hostiles. Donc là aussi, il y a certaines divisions. Ce qui est intéressant dans le nouveau contexte de guerre froide avec les États-Unis, c'est que les pays d'Europe de l'Est, qui étaient les plus sensibles à cette influence chinoise, sont aussi les pays les plus atlantistes. D'où justement la position prise par la Lituanie,
Moi, je comprends que les Américains font campagne en Europe de l'Est pour que justement ces pays prennent de nouvelles positions par rapport à Taïwan, et je crains que la position lituanienne ne soit venue de là. Alors après, la Lituanie demande une solidarité, mais c'est une décision qu'elle a prise seule. Et en fait, tous les pays ont reconnu qu'il n'existait qu'une seule Chine, même s'il y a toujours eu une ambiguïté sur ce qu'était la Chine. Mais en tout cas, elle a pris une décision qui ne lui apporte strictement rien, d'ailleurs à aucun point de vue, mais pour laquelle elle est effectivement punie par les Chinois. Donc c'est de plus en plus difficile, effectivement, d'avoir un discours unique vis-à-vis de la Chine, d'autant plus qu'à l'opposé, si vous prenez l'Allemagne a toujours eu une politique chinoise très active, parce que Volkswagen vend 40% de ses voitures en Allemagne, et que la plupart des industries allemandes sont tournées vers le marché chinois. Donc ils ne vont pas y renoncer. Alors on verra avec la coalition comment ça se passe. Angela Merkel avait une position très très claire, qui était à la fois de rappeler les questions des droits de l'homme, mais en même temps qui insistait sur le marché chinois. Le président français avait pris l'initiative aussi, lorsque Xi Jinping est venu à Paris, d'inviter en même temps le représentant de la Commission, qui était Juncker à l'époque, et puis Angela Merkel, pour avoir un discours un petit peu commun vis-à-vis de la Chine, ce qu'à l'époque Xi Jinping avait totalement accepté. Et comme pendant longtemps l'Union européenne n'avait réfléchi qu'à son propre environnement, elle s'était peu intéressée en fait à la Chine, et elle s'y intéressait au début des années 2000 avec un partenariat stratégique, et plus récemment en prenant peur et justement en définissant ce que vous avez appelé, ce qui est un triptyque, c'est-à-dire c'est un concurrent commercial, c'est un partenaire sur certains sujets comme bien sûr le climat, et puis c'est ce rival systémique. Donc on se base là-dessus. Par ailleurs, la Commission vient aussi de publier il y a 2 jours un texte sur le portail, le grand portail, je crois. Et le problème, c'est que c'est présenté comme concurrent des routes de la soie. Moi, je trouve normal que l'Union européenne prenne des initiatives, qu'elle pèse dans le monde, qu'elle impose ses normes par le biais des accords de libre-échange. Mais est-ce qu'on doit se prononcer par rapport à la Chine ? Je veux dire, est-ce que l'Union européenne ne peut pas avoir une stratégie qui serait une stratégie logique vis-à-vis des pays de la zone Asie-Pacifique, et je parle plutôt d'Asie-Pacifique que d'Indo-Pacifique, ce qu'elle a totalement négligé jusqu'à présent, donc c'est normal qu'elle le fasse, c'est 300 milliards et c'est très bien, mais arrêtons de systématiquement soit nous opposer à la Chine, soit dire que quand on a une stratégie, c'est par opposition à la Chine, et élaborons nous-mêmes des stratégies. Je parlerai très volontiers, mais peut-être que vous voulez que je fasse plus tard, de cet accord sur les investissements. On va revenir dessus. Cet accord qui a presque failli voir le jour l'année dernière, et au fond qui aurait peut-être été aussi une opportunité pour nos entreprises, mais on en parlera tout à l'heure. David Bavret, je disais tout à l'heure, vous êtes installé à Hong Kong. Finalement, de là-bas, vous avez un poste d'observation assez idéal pour voir ce qui se passe, ou plutôt, est-ce qu'on arrive encore d'ailleurs à voir ce qui se passe aujourd'hui en Chine, alors que le pays est quand même assez fermé par évidemment l'épidémie, mais je constatais par exemple que le président chinois n'est pas sorti de Chine depuis octobre 2019. Ce qui est un temps incroyablement long quand on connaît la diplomatie très active de la Chine. Alors, de Hong Kong, comment vous voyez cette place de l'Europe dans ce sorte de grand duel qui se prépare entre d'un côté les États-Unis et de l'autre la Chine? Quelle carte peut jouer l'Union européenne? Eric, grand merci. Est-ce que je peux vérifier que vous m'entendez bien? On vous entend très bien, David. Bon, parfait. Écoutez, vu de Hong Kong, on a vraiment l'impression qu'à la fois l'Europe et la Chine sont à un grand tournant. L'Europe, dans ce monde post-Covid, n'aura plus de croissance. C'est ce que nous indiquent les taux à long terme à 0%.
Et la Chine, elle, est obligée de reconstruire complètement son développement, son modèle économique de croissance, qui était tiré par l'endettement et l'immobilier, qui aujourd'hui ne marche plus. Donc la Chine a besoin de productivité. Elle a encore une croissance et elle a besoin de productivité. Nous n'avons plus de croissance européenne, mais nous avons la productivité. Donc quand on met les deux ensemble d'un point de vue économique, on dit qu'il y a une complémentarité évidente. Et pourtant, vous l'avez souligné, on voit exactement l'inverse aujourd'hui. On voit une Chine qui veut se refermer en disant comme il y a moins de croissance, elle doit être pour les sociétés chinoises et on met les sociétés étrangères dehors. Et puis du côté européen, on dit quand on a du coup un accord global sur les investissements, on le déchire. Donc vous voyez bien que si on ne change pas le mode de pensée, ça pue un peu les années 1930. Et donc, à mon sens, toute la démarche aujourd'hui doit être d'être un peu granulaire dans l'analyse et de dire, en fait, il n'y a pas une Chine. Moi, ce qui me frappe en lisant la presse anglo-saxonne, c'est qu'on présente toujours la Chine. Et en réalité, quand on connaît ce pays, il y a beaucoup, beaucoup de Chine, mais aujourd'hui, j'allais dire, si on veut simplifier, il y en a deux. Il y a la Chine qui veut se fermer. C'est celle qui, par exemple, cette année, ne renouvelle que 1 million de passeports au lieu de 35 millions, de manière à ce que sa population ne puisse plus sortir du pays, ce qui est totalement nouveau. Et puis, il y a une autre Chine, qui est celle qui veut rester ouverte. C'est celle des exportateurs, qui, aujourd'hui, représente cette année, plus de la moitié de la croissance économique de la Chine, parce que la consommation intérieure ne marche pas du tout aussi bien que prévu. Donc, tout notre jeu, nous, Européens, si nous décidons de ne plus parler à la Chine, en fait, nous faisons le jeu de la Chine qui veut se fermer, et au contraire, nous coupons tous les arguments à ceux qui veulent rester ouverts et nous parler. Donc ça ne marche pas. Et ça ne marche pas parce que jusqu'à présent, et je suis désolé parce que je pense que Madame l'ambassadrice ne va pas être d'accord avec moi, mais ça vient notamment du monde politique. On a pensé dans discussion à la Chine au principe de réciprocité. Œil pour œil, dent pour dent. Vous devez ouvrir votre marché d'1,4 milliard et les Chinois disent vous avez 400 millions, donc non. Et donc je crois beaucoup plus, parce que je viens du monde des affaires, je crois au principe de complémentarité. Et la complémentarité, c'est de se donner la peine de faire l'analyse des forces et faiblesses à la fois, c'est ce que je fais dans mon livre, à la fois de notre système européen et du système chinois. Et chaque fois qu'on trouve une faiblesse du système chinois, dire est-ce que nous n'aurions pas une solution européenne à apporter. Alors, je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert, mais vous voyez bien que la Chine est un pays où il n'y a pas de confiance dans la société. Donc, vous ne pouvez pas construire des industries d'écosystèmes ou des industries très compliquées avec des chaînes de valeur qui doivent être partagées par des clients et des fournisseurs. C'est pour ça que dans les semi-conducteurs, dans l'aéronautique, nous triomphons et la Chine n'arrive pas à avancer. La Chine est obsédée par la technologie. Elle hérite ça des États-Unis du XXe siècle et du coup, elle en oublie le capital humain et les services. Et vous savez que notre PNB aujourd'hui, chez nous, il est 70% fait de services. La Chine est obsédée par ce qu'on appelle le hardware, donc les investissements physiques. La décennie qui vient, c'est une décennie de software, de logiciels, et notamment de logiciels industriels. Donc, peut-on expliquer aux Chinois qu'il y a aujourd'hui en Europe plus d'ingénieurs en logiciel industriel qu'aux États-Unis? Et donc, c'est à nous qu'il faut parler. Donc, vous voyez, ce que je prône depuis Hong Kong, c'est une coopération, mais je sais bien que c'est très difficile parce que le défi que nous avons, c'est que la coopération, ça a toujours un coût. Quand vous avez un partenaire, ça vous coûte. Et donc, il nous faut prouver aux Chinois que le coût de la coopération, qu'ils veulent naturellement éviter, en fait, ce coût, il est inférieur au coût de la non-coopération. Je vous donne un exemple concret, la vaccination. Il se trouve que nous avons, nous Européens, à travers BioNTech, une société allemande, la technologie disruptive qui permet d'avoir un vaccin efficace. Ce que la Chine n'a pas. Et donc, pour seulement une journée de PNB, pour le coût d'une journée de PNB, BioNTech pourrait vacciner 1,4 milliard de Chinois. Comparez ça au coût économique depuis 18 mois d'ouvrir et de fermer
déconfinement dans les régions successives. Donc, nous avons des exemples concrets. Nous pouvons expliquer aux Chinois, oui, il va falloir payer une coopération, mais oui, vous allez gagner parce que la non-coopération va vous coûter plus cher. Et donc, moi, je crois que nous avons aujourd'hui, nous, Européens, nous pouvons faire deux fautes, deux graves erreurs vis-à-vis de la Chine. La première, c'est de continuer celle qu'on commet depuis 20 ans, qui est de sous-estimer la Chine qui s'ouvre à l'ensemble de la planète, parce que c'est ce que la Chine a fait depuis 2000 avec l'adhésion à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Et puis, il y a une seconde erreur qu'on peut commettre, qui est nouvelle, c'est de surestimer une Chine qui se fermerait au reste du monde. Parce que historiquement, elle va toujours dans le mur. Et donc, moi, ce que je prône, c'est en fait, je reviens un peu en arrière, parce que là, on va fin 19e, c'est Bismarck qui disait, dans les mariages à trois, il faut toujours être un des deux. Et je pense que notre ami Jean-François Pallu va pouvoir nous expliquer comment, dans son mariage à trois, il est toujours un des deux parce qu'il arrive aussi bien à vendre ses produits merveilleux à la Chine et aux États-Unis, et c'est comme ça que l'Europe triomphe. Donc voilà ce que le message que je voulais faire passer depuis Hong Kong. Merci David, on va revenir, tu auras à nouveau la parole. Je voudrais juste rebondir sur un point, et sinon il a parfaitement fait la transition, je laisse la parole à Jean-François Pallu, mais je voudrais revenir sur un point sur la technologie. Vous disiez, au fond, les Chinois sont très bons dans le hardware, la techno, etc., ou le software, pas encore. On a quand même vu, dans les différents affrontements qu'on voit en ce moment entre les États-Unis et la Chine, et je dirais même l'Occident et la Chine, il y a eu cette affaire Huawei. Peut-être vous pourriez nous le rappeler, David, ce que c'était que cette affaire, mais en deux mots, c'est quand même cette grande entreprise de télécom chinoise qui a finalement pris une longueur d'avance par rapport à ses concurrents étrangers. Alors, juste pour citer le contexte, pour ceux qui ne seraient pas au courant, les États-Unis ont imposé aux fournisseurs de Huawei une interdiction, donc notamment à la société TSMC, qui est le grand leader à Taïwan, le grand fournisseur de toute l'industrie des semi-conducteurs, de fournir Huawei. Ça, c'est la thèse officielle. La véritable thèse, c'est ce que j'appelle le piège américain, et je rejoins sans doute dans ce domaine Madame l'ambassadrice. Vous avez peut-être vu qu'il y a un mois, le département du commerce américain a levé l'interdiction aux exportateurs américains d'exporter auprès de Huawei jusqu'à un montant de 100 milliards de dollars. Et donc, le grand problème que nous avons par rapport aux États-Unis qui, face à la Chine, ont décidé d'adopter une stratégie dite des 3C, coopération, compétition, confrontation. Le problème, c'est que la coopération avec la Chine, les États-Unis veulent la garder à 100% pour eux. Et que la confrontation, ils veulent y aller systématiquement avec l'Europe sous le bras, de manière à ce que les mesures de rétorsion chinoises soient uniquement dirigées envers l'Europe. Et donc, il faut qu'on fasse très attention parce que c'est ce que j'appelle la yéménisation de l'Europe. C'est-à-dire que si nous ne réagissons pas, nous serons le Yémen où l'Arabie saoudite et l'Iran s'affrontent, parce qu'on ne s'affronte jamais sur les terrains de chacun, et que l'Europe va être yéménisée par des Amériques qui vont nous imposer une loi d'extraterritorialité, notamment par la fiscalité, et une Chine qui viendrait piller notre technologie sans la payer. Donc, l'affaire Huawei, pour moi, est extrêmement intéressante parce que nos sociétés européennes aujourd'hui ne peuvent pas fournir Huawei, mais par contre, les sociétés américaines ont une exemption jusqu'à 100 milliards de dollars américains, ce qui naturellement est un montant énorme. Donc, si vous pensez qu'il peut y avoir un piège chinois, n'oubliez jamais qu'il peut y avoir également un piège américain. On en revient à ce ménage à trois. Merci David. Alors, Jean-François Pallu, je le disais, vous dirigez un grand groupe de luxe. La Chine
ce pays où finalement la crise du Covid est apparue, hein, c'était en décembre 2019, et qui était le premier à se fermer et à mettre en place toutes les barrières politiques du zéro Covid. C'était aussi un des premiers économiquement à redémarrer. C'était au printemps 2020. Printemps 2020, je le rappelle, c'était au moment où nous, en Occident, en Europe, aux États-Unis, on était tous totalement en confinement, cloisonnés, où les économies s'écroulaient. À ce moment-là, on a vu la croissance chinoise repartir. Alors précisément, de votre poste à vous d'observation, vous êtes très présent aujourd'hui en Chine, vous allez nous dire de quelle façon, comment vous observez à la fois ce marché chinois qui est redémarré, est-ce qu'il va poursuivre ce redémarrage ou au contraire, est-ce qu'il risque à un moment ou à un autre de buter à nouveau sur ce virus, et comment vous y voyez dans les prochaines années? D'abord, effectivement, c'est pour nous l'image du ménage à trois, c'est tout à fait bien choisi, parce que la Chine, c'est notre premier marché et les États-Unis, notre deuxième marché. Donc, effectivement, c'est une chose que l'on gère avec attention et précaution. Quand on est aux États-Unis, c'est les États-Unis et nous qui sommes dans les deux. Et quand on est en Chine, c'est les Chinois et nous qui sommes les deux. Donc, c'est vrai que la Chine, c'est un marché du luxe immense et un moteur de croissance absolument formidable. Il faut savoir qu'il y a 20 ans, la Chine représentait 1% des achats de produits de luxe. Aujourd'hui, c'est 30%. Et on dit qu'en 2025, ce sera 40%. Et donc, on a des taux de croissance qui sont très supérieurs à ceux des autres pays, et en particulier depuis la crise du Covid, puisque vous l'avez dit, la Chine a très rapidement fermé son activité, ses villes et ses régions en février 2020. Et quand elle a rouvert en avril 2020, ça s'est accompagné d'une très forte croissance, en particulier dans le domaine du luxe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Chine avait un impact très fort sur les flux touristiques avant la pandémie, non seulement parce qu'ils représentaient un grand nombre des touristes mondiaux, mais aussi parce qu'ils ont une propension à acheter quand ils sont en voyage qui est assez élevée. Évidemment, quand la pandémie a frappé et qu'elle a arrêté tous les flux touristiques, une grande partie de cette consommation qui se faisait dans les pays hors de Chine s'est rapatriée en Chine et donc a créé une forte croissance locale. Donc pour nous, c'est un très gros marché. Nous y sommes grâce à Gucci depuis 1978 et nous y avons aujourd'hui à peu près 380 magasins sur un total mondial de 1600. Donc c'est dire l'importance de ce réseau. On y emploie 7500 personnes sur pas loin de 40 000. Donc pour nous, c'est vraiment clé. C'est clé, mais c'est aussi très spécifique. C'est spécifique à plusieurs titres. D'abord parce que les jeunes y ont un poids considérable, un poids dans le volume des achats. Parce que, grosso modo, 50% des achats de luxe en Chine sont faits par des gens de moins de 40 ans. Également, c'est considérable par le pouvoir d'achat des jeunes en Chine, notamment par un phénomène que certains appellent 4-2-1, parce qu'en fait, les jeunes Chinois, aujourd'hui, ils sont supportés financièrement par 4 grands-parents, 2 parents, qui leur donnent de l'argent. Et donc, un gros pouvoir d'achat qui leur permet d'accéder à la consommation et en particulier de produits de luxe. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les Chinois, c'est des clients sophistiqués, et même très sophistiqués. Parce que très rapidement, ils sont passés d'un luxe de surface, un luxe ostentatoire, un luxe qui définit une classe, vers un luxe de substance qui relève de la quête d'affirmation de soi, de la quête de recherche de soi. Et donc, c'est quelque chose qui est nouveau, que les Japonais, par exemple, ont mis des décennies à accomplir, alors que les Chinois l'ont fait en 2-3 ans. Je parlais aussi du rôle du tourisme, c'est important.
Maintenant, ils ne peuvent plus voyager hors de Chine, et donc ils voyagent en Chine. Et donc, en l'espace de 2 ans, est apparu un centre de duty-free, un centre détaxé, qui est une île au sud-ouest de Chine, qui s'appelle Hainan, qui aujourd'hui fait des volumes de vente, en particulier de produits de luxe, tout à fait considérables. Également, les voyages interrégionaux permettent d'agrandir et d'installer des aéroports gigantesques dans lesquels il y a une très très grande consommation de produits de luxe. Autre chose qui est importante pour comprendre comment fonctionne le retail en Chine, et en particulier le retail de luxe, c'est les Chinois sont extrêmement connectés. WeChat, tous les systèmes, et qui font aussi que c'est un écosystème intégré. Donc il n'y a presque plus de liquide, d'argent liquide en Chine. Tout le monde paie avec son téléphone, avec WeChat. Également, dans leur système de pensée collectif, ils répercutent ça sur leur processus d'achat. Et donc, ils font appel à divers types de prescriptions, que ce soit des prescriptions par les célébrités, j'y reviendrai, ou par d'autres. Donc, c'est quand même des choses très, très particulières au niveau de la clientèle. D'autres spécificités qu'il faut prendre en compte au niveau de la Chine, vous l'avez mentionné, c'est le cadre réglementaire et juridique. Bon, ça, c'est une évidence, donc je dirais que c'est changeant, et c'est surtout, ça peut être versatile en fonction d'un pragmatisme politique, Madame l'ambassadrice l'a évoqué, où par rétorsion ou par intérêt, ils peuvent changer les règles assez vite, on va dire. Autre point très important, c'est lié à la digitalisation, c'est le commerce en ligne, le e-commerce. En Chine, en général, la pénétration du e-commerce dans la consommation est très élevée. Dans le luxe, elle est encore un peu en retrait, mais avec une forte croissance. Et contrairement à d'autres pays, ce n'est pas les sites commerciaux des marques qui prennent la plus grosse part de marché, mais le WeChat, qui est en soi d'abord un canal de communication, mais également un circuit de vente très important. Et puis, les plateformes spécialisées ou verticales, Tmall, qui est le premier, qui est dans le groupe Alibaba, ou JD.com, qui est dans le groupe Tencent, qui sont les premiers dans les moteurs de recherche et qui donc accaparent une grande partie des flux du e-commerce. Autre chose qui est très importante et qui ne cesse de m'étonner 10 ans après, c'est certaines occasions très particulières, le Nouvel An chinois évidemment, mais aussi une fête qui s'appelle Qixi, qui est l'équivalent de la Saint-Valentin, ou le Double 11, donc c'est le 11 novembre, qui pour eux c'est la fête des célibataires. Et ces jours-là sont des énormes foires commerciales qui génèrent des volumes d'affaires juste ahurissants. Et ça, il faut évidemment en tenir compte, c'est extrêmement spécifique. Un autre point qui est important pour comprendre le fonctionnement du luxe en Chine, c'est ce qu'on appelle les influenceurs. En fait, les marques utilisent des ambassadeurs pour promouvoir leurs produits. Pas pour faire de la pub exactement, mais pour être plutôt des prescripteurs. Et donc, vous avez un certain nombre de célébrités qui ont des dizaines, voire des centaines de millions de followers qui, à un moment donné, vont porter votre produit ou vont dire qu'elles aiment beaucoup votre produit. Et là, dans les minutes qui suivent, vous vendez des volumes, là aussi, extraordinaires de produits. C'est un phénomène qui est répandu dans toute l'Asie, mais qui, en Chine, prend vraiment une proportion très considérable. C'est quelque chose qui, pour nous, est spécifique, qu'on a découvert en découvrant le marché chinois, et donc qui est clé. Autres points qui sont importants au niveau des systèmes d'information, il faut savoir que certaines applications ne peuvent pas s'exprimer en Chine. Nous, on a dû adapter notre système de gestion des ressources humaines parce qu'il était
ingénieré par Facebook qui ne peut pas exister en Chine. Et donc, il a fallu qu'on trouve des façons détournées de développer un système qui faisait la même chose, mais pas avec, pas avec le même moteur, on va dire. Évidemment, sur les données, on a une différence de paradigme absolue. Une vision de la privacy, enfin du caractère privé des données qui est très différente. Et donc là, on développe en Chine des choses qu'on ne pourrait pas développer en Europe ou aux États-Unis. Par exemple, la reconnaissance faciale qui fait que quand vous arrivez dans un magasin, juste en voyant votre tête, on sait que si vous avez été client, si vous avez acheté des chaussures ou un pantalon, si vous préférez le bleu, le vert, si vous chaussez du 38 ou autre. Et en Chine, c'est totalement banalisé. Oui, alors qu'en France, la CNIL veille en particulier sur la reconnaissance faciale. Tout à fait. Donc, évidemment, on n'est pas complètement naïf. On sait qu'il faut qu'on soit vigilant sur un certain nombre de phénomènes qui arrivent. David Bavrez en parlait sur la vigilance zéro au Covid. C'est vrai que du jour au lendemain, ils peuvent fermer un quartier d'une ville, une région, absolument. Donc un port, une liaison aérienne. Donc ça, il faut qu'on s'adapte. Pour nous, c'est compliqué, surtout si ça doit durer. Il y a évidemment des risques macroéconomiques et géopolitiques. Madame l'ambassadrice les a évoqués aussi, donc j'y reviendrai pas. C'est pour nous des choses dont on est assez conscient et sur lesquelles on est vigilant. Il y a un point qui est majeur pour nous, c'est les tendances démographiques. La baisse de la natalité et le vieillissement de la population, outre qu'ils vont diminuer la proportion des jeunes, dont je parlais tout à l'heure, qui a une influence sur le cœur de notre clientèle, mais aussi ils vont amoindrir cet effet du 4-2-1 qui fait que les jeunes auront moins de pouvoir d'achat que leurs prédécesseurs. Également, il y a un point qui est important, c'est qu'au mois d'août cet été, le président Xi a publié ou a prononcé un discours sur la prospérité commune qui va vraisemblablement changer les règles du jeu. Donc là, on est très attentif à voir ce qui va se passer. On n'est pas inquiet parce que je pense sur le luxe, ça ne devrait pas avoir beaucoup d'impact. En revanche, il y a un corollaire de cette politique qui s'apparente à une moralisation assez marquée des apparences et des styles de vie. Donc, pas beaucoup d'ostentation, pas un certain nombre de prescriptions sur les personnes qui ont des genres vestimentaires, qui sont efféminés ou autres. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, pour nous, est très, très important, qu'on surveille de près, notamment au regard de notre usage des influenceurs dont je parlais tout à l'heure. Et évidemment, il y a un point qui est majeur pour nous, qui est cataclysmique, c'est le risque réputationnel et les boycotts. Vous avez sûrement entendu parler de certaines affaires qui ont éclaté en Chine, où du jour au lendemain, une marque, évidemment non chinoise, peut être complètement boycottée, peut disparaître du marché pendant 2 jours, 2 mois, 2 ans, on ne sait pas. Et parce que ça part sur les réseaux sociaux, c'est ça ? Ça part comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, et c'est d'une puissance, c'est un tsunami absolu, et ça c'est terrible. Ça, pour nous, c'est le grand danger. On a vu des dirigeants d'un groupe que je ne citerai pas aller faire des excuses à la télévision pour essayer de récupérer un marché. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez du jour au lendemain vos magasins qui disparaissent du Google Maps local. Enfin, c'est pas Google d'ailleurs. Mais vous disparaissez du marché. Du jour au lendemain, les clients vous boycottent, vos ambassadeurs démissionnent. Pour les marques de luxe que nous sommes, c'est ça le cataclysme absolu. Et inversement, Jean-François Palu, j'ai envie de demander, aujourd'hui, vos marques, peut-être d'ailleurs pourriez nous dire un tout petit peu quelles marques sont présentes pour vous, vous avez cité Gucci, mais vos marques, qu'est-ce qu'elles représentent, ces marques européennes, qu'est-ce qu'elles représentent dans l'univers, dans l'esprit de ces jeunes Chinois? Est-ce qu'on peut parler d'un soft power européen?
Oui, tout à fait. Je pense que ces marques font appel à un héritage et une tradition de luxe qui parle beaucoup aux Chinois parce qu'eux-mêmes ont une tradition et un héritage de luxe qui est millénaire, qui est né même avant le nôtre. Et donc, c'est quelque chose dont ils sont très friands et très respectueux. Et donc, le lien entre la culture et les produits de luxe est très fort. Et c'est quelque chose que des marques comme Balenciaga ou Saint-Laurent, qui font partie de notre groupe, vraiment développent et cultivent très, très fortement. Une marque comme Boucheron aussi développe ces aspects par rapport aux animaux, etc. Et on a également une marque chinoise qui est née en Chine, qui développe des codes chinois absolus. Et là, c'est vrai que pour nous, c'est très puissant. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé. On a l'impression que là, on y est chez les consommateurs chinois. Et précisément, Madame l'ambassadrice, cet accord d'investissement, on y revient, qui avait été, je crois, qui a dû nécessiter pas loin de 7 ou 8 années de travail. Un de ses objectifs, c'était aussi de protéger ces groupes, non, vis-à-vis des Chinois. Oui, absolument. Là, on est dans un monde d'illusion totale parce que c'est un accord qui avait été demandé par les Européens. Il y a à Pékin une chambre de commerce européen qui, chaque année, fait un rapport sur les problématiques de l'accès au marché chinois et qui font donc des recommandations. Et les négociations ont commencé maintenant il y a 8 ans. Elles avaient abouti en principe en décembre 2020. Cet accord permettait davantage d'accès dans des secteurs qui étaient avant fermés, comme celui de la santé, celui des télécommunications, celui des transports, je crois. Il y avait également la suppression de l'obligation de transfert de technologie, dont on s'était beaucoup plaint, et puis également d'obligation de constitution de co-entreprises. Par ailleurs, puisque l'Union européenne avait insisté, il avait été ajouté également l'engagement des Chinois de ratifier les conventions sur le travail forcé de l'OIT. Enfin, c'était un engagement qui a été sans doute pas tout à fait gravé dans le marbre, mais enfin, en tout cas, il y avait un engagement de la part des Chinois. Donc, c'était quelque chose qui était dans notre intérêt. Les Américains nous avaient demandé, puisque c'était décembre de l'année dernière, d'attendre l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, donc qui avait l'intention d'avoir une stratégie américaine avec des alliés, comme ça a été dit aussi par David Bavrez. Et là-dessus, il y a eu un espèce de combat politique en disant « mais cet accord est mauvais, cet accord, il ne faut pas le signer ». Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que non seulement c'était un accord qui allait dans le sens des Européens, qui avait été demandé par les Européens, mais qu'en plus de ça, ça correspondait à un accord signé entre Américains et Chinois en janvier 2020, qui s'appelait l'accord de phase 1, qui devait être remplacé par la suite par un accord de phase 2, et qui obtenait ces avantages que du coup les Européens n'ont pas. Donc, je ne sais pas comment on va gérer ça pour le rattraper. Alors pourquoi cet accord est gelé aujourd'hui? Parce qu'évidemment, il y a eu irruption d'autres sujets, plus des interventions de l'opinion publique et qui sont liées à la situation des Ouïghours. Donc, les Européens ont décidé de sanctionner les Chinois pour la manière dont sont traités les Ouïghours au Xinjiang. Et on le fait comme on le fait d'habitude, on aime bien, donc on décrète des sanctions. On avait choisi, l'Union européenne, 4 ou 6 personnalités qui n'avaient pas un rôle très important et pour lesquelles ça n'aurait pas de conséquences. Et généralement, quand il y a des sanctions, par exemple avec la Russie, c'est des sanctions miroirs, c'est-à-dire qu'on prend les mêmes personnes qui sont sanctionnées. Mais cette fois-ci, les Chinois, qui estiment qu'ils sont une très grande puissance et qui n'avait pas été sanctionnée depuis 1989, ont frappé plus fort, c'est-à-dire qu'ils ont sanctionné des parlementaires européens, ils ont sanctionné le comité politique et de sécurité de l'Union européenne, qui est une institution à Bruxelles qui avait pris les sanctions, la commission des droits de l'homme du Parlement européen,
Donc évidemment, réaction très forte et obligeant la Commission à geler cet accord. Donc le résultat, c'est qu'on se pénalise nous-mêmes et qu'on est pénalisé par rapport aux Américains également. Et que les Américains, le jour où ils voudront signer leur accord de phase 2, ils ne nous demanderont pas du tout quelle est la position des Européens sur ce sujet. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'autonomie stratégique, enfin par stratégique, on entend tous les sujets, y compris économiques, de l'Union européenne, parce qu'on est victime souvent de sanctions extraterritoriales américaines et qui pourront un jour nous viser effectivement quand des entreprises françaises, européennes auront des accords avec, enfin, commerceront ou investiront en Chine. Et qu'il y ait un problème des droits de l'homme et de fermeture de la Chine, c'est une évidence, mais je ne pense pas que de sanctionner des personnes soit la meilleure solution, d'autant plus qu'on risque d'avoir des dialogues de sourds, chacun s'enfermant dans son bloc, avec le risque aujourd'hui d'une Chine un peu autarcique pour des raisons sanitaires, mais pas seulement, parce que il va y avoir également en fin d'année le 20e congrès, qui est symbolique, on s'en souvient. Donc pour l'Union soviétique. En octobre-novembre 2020. Voilà. Et donc, ça doit être le 3e mandat de Xi Jinping. Donc, c'est un moment politique qui, évidemment, est extrêmement sensible. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il y a aussi cette fermeture chinoise. Et donc, le risque, c'est que la Chine devienne plus nationaliste, plus agressive, et que de l'autre côté aussi, on s'organise, et on n'a pas eu le temps de parler de Taïwan, mais il y a effectivement, enfin on en a parlé un petit peu avec la Lituanie, mais évidemment, il y a un abcès de fixation là-bas, et le risque aussi, c'est de trop dire on va protéger Taïwan, à tel point que les Chinois risquent finalement de prendre des décisions qu'ils ne prendraient pas autrement. En d'autres termes, je ne pense pas que les Chinois entendent envahir Taïwan. Je pense que leur idée, c'est de le récupérer à terme. Récupérer Taïwan, oui, mais peut-être pas par mais pas par des moyens militaires. Cela dit, si d'autres menacent ou utilisent des moyens militaires, il n'y a pas de garantie non plus. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait avoir une approche de la Chine qui, encore une fois, va devenir la première puissante, qui est une approche pragmatique, coopérer avec elle dans des domaines où on en a besoin. Et puis je pense qu'il y a le problème, il y a la question de la santé, mais également du changement climatique. Malgré tout, prendre des mesures de protection de l'Union européenne qui ne devraient pas être destinées uniquement à contrer la Chine, mais également à contrer les États-Unis, justement, quand il y a des sanctions extraterritoriales. Mais je pense que le pire qui pourrait arriver, c'est l'absence de relations et l'absence de contact. Et en plus, sans se faire d'illusions. Parce que, bon, donc je disais que Volkswagen vendait 40% de ses automobiles en Chine, mais les Américains aussi. General Motors vend plus de voitures en Chine qu'aux États-Unis, Tesla également, et ils vont continuer à le faire. Et les entreprises américaines ont déclaré qu'elles investiraient beaucoup plus l'année prochaine en Chine qu'elles ne le faisaient cette année. Donc il ne faut pas que les Européens soient pris, comme le disait tout à l'heure David Bavrez, dans ce piège américain. Merci. Mais précisément, est-ce qu'il n'y a pas justement une question, et là je m'adresse à David Bavrez, donc j'en reviens sur cette question du rapport de force, et notamment la prise de conscience en Europe de ce recul de la place de l'Union européenne dans le monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. C'est notre diplomate européen. Il disait, alors que les Européens comptaient pour le quart de la richesse mondiale il y a 30 ans, eh bien dans 20 ans, tout porte à croire que nous représenterons pas plus que 11% du PNB mondial, loin derrière la Chine, qui en représentera le double, derrière les États-Unis. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas ça, cette perte de puissance, alors qui est à la fois démographique, peut-être économique, qui est en fait peut-être juste le rattrapage de la Chine qu'on a du mal à accepter? Alors, moi, je suis sans doute trop optimiste dans la vie.
Mais je vous rappellerai quand même qu'historiquement, un tiers des idées mondiales sont sorties de cerveaux européens. Donc, le déclin de l'Europe, personnellement, j'y crois absolument pas. Je pense, quand on est en Chine, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est l'environnement, qui est maintenant quand même vraiment sur le devant de la scène. Et l'Europe a sa carte à jouer. On va avoir la neutralité carbone en 2050, comme les États-Unis, et la Chine sera 10 années en retard en 2060, si les objectifs sont tenus. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est en fait de comparer l'effort qui est à fournir. C'est-à-dire comparer le pic d'émission, la date du pic d'émission à la date de la neutralité carbone. Et donc, en Europe, c'était 1995, donc on a 55 ans, on se donne 55 ans pour résoudre le problème. Aux États-Unis, c'était 2005, donc les États-Unis se donnent 45 ans. Les Chinois, le pic d'émission est en 2030. Donc, ils se donnent 2030-2060, ils ne se donnent que 30 ans pour résoudre le problème, avec un PNB qui, en plus, je vous ai dit que le PNB européen, il allait rester stable, le PNB chinois, il va continuer à croître de 3 à 5%. Sur 30 ans, ça le multiplie par 3 à 5 fois. Donc, en fait, il faut que la Chine, pour résoudre ce problème, travaille 6 à 10 fois plus rapidement que les États-Unis et l'Europe. Et donc, je prends ça quand je vous dis qu'il faut qu'on coopère, c'est que si nous arrivons en Chine avec nos idées, nos solutions européennes environnementales, ce n'est pas ce dont la Chine a besoin, parce qu'elle doit travailler 6 à 10 fois plus vite. Et comment on travaille 6 à 10 fois plus vite? Aujourd'hui, il n'y a qu'une solution, ça s'appelle le digital. Et que donc, quand je vous ai parlé tout à l'heure de logiciels industriels, eh bien, ils commencent à naturellement s'appliquer au domaine de l'environnement. Et quand vous prenez notre leader de l'environnement, nous Français, Schneider Electric, qui a racheté il y a 4 ans la société de software Aveva au Royaume-Uni, c'est parce que vous avez un dirigeant qui a compris que la solution environnementale, elle allait passer par le mariage de logiciels, de hardware et de software. Et il se trouve que ce président, c'est un de mes voisins à Hong Kong. Et c'est ça que je voudrais vous mettre dans la tête, c'est que l'Europe n'est absolument pas foutue, que l'Europe regorge d'idées et que simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un petit problème, c'est que les politiques reviennent dans le business et que nous n'avons pas une gouvernance politique européenne qui nous permette de défendre nos intérêts. Donc c'est ça notre problème. Mais le cerveau humain, je ne vais pas vouloir être arrogant, mais vous ne me ferez pas dire qu'un cerveau européen est inférieur à un cerveau chinois. Ni l'inverse d'ailleurs. Ni l'inverse d'ailleurs, dit Madame. Ni l'inverse, naturellement. Madame Marman. Merci. Monsieur Palus, on entendait David Brest parler de ce qu'on doit faire dans le monde, notamment du software. Alors vous êtes assez non, vous regardez ce que font les équipes en Chine, et parfois ça peut inspirer vos équipes en France ou en Europe, notamment dans le domaine du commerce, toutes ces avancées dans le domaine du logiciel. Oui, tout à fait. Nous avons déplacer un certain nombre de centres de gravité décisionnels pour l'ensemble du groupe en Chine, à Shanghai, et notamment dans le domaine du digital et des nouvelles technologies. Et je voudrais rebondir aussi sur ce qui a été dit à propos du développement durable, de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est une cause qui nous intéresse et qui nous anime depuis une quinzaine d'années maintenant. Et effectivement, on coopère très bien avec la Chine, que ce soit dans des actions que nous menons avec le gouvernement ou des actions de formation auprès de l'université Tsinghua. Et donc, c'est un domaine qui effectivement est très actif, très dynamique, et pour lequel la coopération est vraiment très bienvenue entre les Chinois, les consommateurs chinois, les autorités chinoises et nous. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment poursuivre et accentuer. Merci. Je crois que ça va être le moment de prendre des questions dans la salle. Si vous voulez, c'est le moment. Levez vos mains. Alors, est-ce qu'il y a un micro qui circule? Voilà. Je vous demanderai de poser des questions concises et on verra avec lequel de nos intervenants est le plus habilité à répondre. Je vais tenter d'être concis. La question, c'est qu'on sait
il y a une hypothèse, une probabilité pour qu'en 2030, la Chine, justement, puisse annexer Taïwan, enfin, véritablement aller sur Taïwan, avec justement l'analyse qui est faite par M. Bavrez sur le double piège américain, parce que si les Chinois n'ont peut-être pas d'intention militaire, s'il y a un double piège américain, ils pourraient en effet, dans les années 30, pas 1900, hein, 2000, annexer donc Taïwan, militairement, avec justement un vrai blocage américain qui finalement a une agressivité qui pourrait être encore plus forte. Et la question se pose sur notre capacité européenne, du coup, à soit, d'ici cette échéance, être autonome sur le plan militaire, ou bien suivre, finalement, historiquement, le choix des Américains. Et on sera encore le double piège américain. J'aimerais l'analyse à la fois de M. Bavrez et Mme l'ambassadrice. Ce serait intéressant de confronter vos intelligences. Je vous demanderai des réponses les plus courtes possibles, pour qu'on ait le temps de prendre d'autres questions. Et Mme l'ambassadrice, on vous écoute. Sur la question des capacités de la défense européenne, non. Nous n'avons pas et nous n'aurons pas les capacités en 2030, même si on essaie de les bâtir progressivement. Et même si on les avait, par rapport aux Américains, l'apport serait de toute façon assez limité. Et en tout cas, notre souhait, c'est qu'il n'y ait pas de guerre, effectivement, dans cette région-là. Et c'est là aussi une des raisons pour lesquelles l'Union européenne, la France, ne veut pas prendre parti entre la Chine et les États-Unis. Bon, nous souhaitons le maintien du statu quo à Taïwan, bien évidemment, mais je pense que la politique un petit peu des bruits de bottes de la canonnière risque d'être plus dangereuse qu'autre chose. Merci. David, vous voulez ajouter peut-être un mot que peut faire l'Europe dans ce climat d'extrême tension dans le détroit de Taïwan? Alors, ce n'est pas du tout mon domaine, donc je vais être très concis. L'art de la guerre, c'est de ne pas faire la guerre. Donc je pense que la Chine récupérera Taïwan de manière, je mets des guillemets, pacifique. Voilà, ce qui semble effectivement ce que va chercher à faire la Chine. Elle le fait déjà diplomatiquement, petit à petit, puisqu'il y a de moins en moins de représentation de Taïwan un peu partout dans le monde, et économiquement. D'autres questions? On vous écoute. Attendez, je vous donnerai la parole juste après. Monsieur? Oui, comme c'est un débat sur les relations entre la Chine et l'Europe, il devrait théoriquement y avoir un Chinois sur l'estrade. Donc, comme il n'est pas là, il pourrait y avoir un ambassadeur, il pourrait y avoir un chef d'entreprise, mais comme il n'est pas là, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'il dirait, et au-delà de ce qu'il dirait, ce qu'il penserait réellement? Je vais vous laisser la parole juste après. Je vais vous dire, je vais faire un peu de publicité pour mon journal, mais vous pourrez lire très bientôt, d'ailleurs, les propos de l'ambassadeur de Chine qu'on a été rencontré récemment, et c'est qu'il s'exprime exactement sur ce type de sujet. Vous savez, c'est pas toujours facile de faire venir les ambassadeurs pour qu'ils puissent s'exprimer, mais vous pourrez le lire dans l'Express dans peu de temps. Ça nous intéresse beaucoup toujours d'avoir le point de vue, évidemment, de la Chine comme des autres pays. Madame l'ambassadrice. Le nationalisme chinois se renforce, y compris celui des jeunes, même celui de ceux qui ont fait des études. En Chine qu'il est le plus fort, et ça correspond à une réalité parce qu'ils sont fiers des réussites de la Chine et qu'il y a une espèce de frustration et de mécontentement de ce qu'ils ressentent comme le China bashing de l'Occident. Alors en même temps, leurs réactions ne sont pas nécessairement les meilleures. Vous parliez de l'ambassadeur de Chine. On a vu un certain nombre de tweets qui malheureusement ont renforcé l'hostilité précisément d'une opinion publique qui n'est pas informée. Et en plus de ça, ça fait quand même 2 ou 3 ans, 2 ans qu'on ne peut plus aller en Chine. Moi, j'y allais très régulièrement. C'est la première fois de ma vie, je n'y suis pas allée pendant 2 ans. Et donc, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de dialogue, et il n'y a plus de vrai dialogue entre nos dirigeants non plus, sauf par écran interposé, ce qui fait beaucoup de mal. Et alors, quand même, une remarque, c'est que c'est devenu beaucoup plus difficile de parler avec des Chinois sur la scène, parce que justement,
avec cette politique de fermeture et d'ultranationalisme, il n'y a plus autant de liberté de parole qu'il y en avait avant chez les chercheurs. Il y avait beaucoup de réunions de think tank en Chine, des réunions internationales qui étaient très intéressantes. Ils s'exprimaient librement. Ce n'est plus tout à fait le cas. Peut-être est-ce une mauvaise année, encore une fois, à cause de la fermeture sanitaire et de la proximité du 20e congrès. Par ailleurs, mais ça rejoint ce que vous disiez sur l'image. Là, vous parliez de l'image de la Chine auprès des Chinois. Et cette image de la Chine est analysée aussi, notamment par l'Institut Pew Research Institute, qui sonde les opinions de très nombreux pays sur l'image de la Chine. Et ce qu'on a observé, je crois que la dernière grande enquête a dû être faite au début de l'année ou fin l'année dernière, on a observé une dégringolade de l'image de la Chine dans la plupart des pays. C'est-à-dire qu'il y a en ce moment une image très négative à la fois d'ailleurs de la Chine et des dirigeants chinois dans la plupart des pays. Ce qui est relativement nouveau, il y a 15 ans, c'était notamment en France ou en Union européenne, l'image de la Chine était plutôt très bonne. Donc il y a effectivement, on en revient au sujet même de ce débat. Il y a un problème à la fois de confiance, d'image et des vrais sujets qui ont été mentionnés ici. Monsieur, vous voulez poser une question ? Oui, une question pour Jean-François Palus. Il y a 30 ans, Alstom fabriquait des TGV en Chine. Aujourd'hui, c'est un acteur chinois qui le fait. Aujourd'hui, Airbus vend des avions en Chine, mais le gouvernement chinois soutient avec beaucoup de force Comac, qui est en train de développer un produit qui concurrencera Airbus. Est-ce que vos métiers sont tellement spécifiques que ce genre de scénario de développement d'acteurs locaux est impossible à imaginer, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose auquel vous vous préparez ? Je crois que l'histoire des 20 dernières années nous a montré que rien n'est impossible. Donc, on s'y prépare. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a de façon évidente un très fort héritage de luxe en Chine. Un savoir-faire traditionnel absolument fabuleux. Il y a des designers extrêmement intéressants. Que l'on repère, que l'on accompagne, que l'on prend parfois dans nos studios, même assez souvent. Et on a même développé des studios sur place, à Shanghai ou à Shenzhen. Et en revanche, jusqu'alors, il y a très peu de marques de luxe qui se sont structurées. On en a acheté une il y a 14 ans qui s'appelle Qilin, qui est une marque de joaillerie, qui se développe très très bien, mais il y en a finalement assez peu d'autres qui se sont développés, mais un jour ça viendra, il n'y a pas de raison que ça ne vienne pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les clients chinois sont très attentifs à la nature européenne, française, italienne, suisse pour les montres, des produits de luxe, que même les tentatives qui ont été faites par certains de faire fabriquer en Chine des produits de luxe de marque française ou italienne, ça ne fonctionne pas. Donc, pour répondre directement, oui, ça viendra. C'est pas demain, mais voilà, on s'adaptera. Merci Jean-François Palus. Merci à tous les trois. Merci David Bavrez. Merci Madame l'ambassadrice. Merci Jean-François. On arrive au terme de ce débat. Je ne veux pas dépasser. Je vais laisser la place au suivant. Vous l'avez dit, il y a des dates clés et il y aura notamment effectivement ce 20e congrès du Parti communiste chinois qui aura lieu donc dans un an et qui va être un moment phare à la fois pour le président actuel Xi Jinping. Donc on va suivre ça évidemment pendant les prochains mois. Merci et bonne continuation, bon débat. Au revoir.